Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son contrôle. L'émission est animée par Leila Gertal sur Radio Ifriqiya FM. Ifriqiya FM, bonjour. Merci de nous rejoindre à Géopolitique du Sahel. Ce matin, nous nous intéresserons à la médiation de l'Union africaine dans la crise en République démocratique du Congo. En effet, le président togolais, nommé médiateur dans le conflit opposant la RDC au Rwanda, a été accueilli avec soulagement par certains et peut-être moins de soulagement et plus de suspicion par d'autres qui ne semblent pas d'accord avec cette nomination. Pourquoi ces réserves Faure Gnassingbé, pourquoi ces réserves vis-à-vis de Faure Gnassingbé, le président togolais, et est-ce qu'il aura la marge de manœuvre pour essayer un petit peu d'apaiser la tension dans cette région de l'Afrique, à savoir Goma? Tout de suite les réponses avec notre consultant. Alors, pour en parler, nous recevons, comme d'habitude, à Géopolitique du Sahel, Abdelkader Soufi, notre consultant Ifriqiya FM, professeur universitaire, expert en questions internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a un nouveau médiateur. Il s'agit du président togolais Faure Gnassingbé. Certains, peut-être qui a été désigné par l'UA, il faut absolument le préciser. Eh ben, certains ont beaucoup apprécié cette nomination, peut-être parce que ils connaissent la personnalité de Faure Gnassingbé, mais d'autres ont été un petit peu plus sceptiques sur ce personnage. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le président togolais pourra réussir là où peut-être son prédécesseur, donc le président angolais, n'a pas tout à fait achevé sa mission, pour ne pas dire qu'il n'a pas réussi, vu les contraintes, sachant les contraintes qui existent. Espérons qu'il réussira, parce que, au fait, ce n'est pas faute d'avoir essayé pour le président angolais que on va parler d'un échec. On va dire au moins qu'il y a eu des pourparlers qui ont pu peut-être ouvrir une brèche pour les négociations, pour aller réellement vers et définitivement vers une solution durable, acceptable. Car depuis, je pense qu'il y a eu aussi un sommet et une rencontre à Doha entre le président rwandais et congolais. Et cela, donc, déjà, pour moi, c'est une lueur d'espoir qui veut dire que chaque partie tient à ce qu'il y ait une solution. Ça veut dire qu'on ne ferme pas la porte. Oui. L'avantage aujourd'hui, peut-être, je dirais, dans cette nouvelle médiation, repose sur la nature, d'abord, de l'État, qui est, au fait, donc, considéré comme étant neutre. Oui. Ça, c'est déjà un point. Le fait que l'UA ait choisi, que cette médiation soit faite par Faure Gnassingbé. D'ailleurs, Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a salué la confiance qui a été mise en leur pays. Le président lui-même, angolais, l'a désigné, je veux dire, il l'a proposé, c'est lui-même, et donc il voit un petit peu le personnage qui pourrait faire l'affaire, quoi. Oui, et je disais au départ, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Voilà. C'est encore un autre effort de la part de l'Angola qui cherche à ce qu'il y ait donc une continuité dans cette action. Oui. Et c'est clair que l'Union africaine cherche à mieux conjuguer les efforts des Africains, des États africains, et outrepasser ces divergences, qu'elles soient d'ordre social, sociétal, interne ou externe. On peut toujours trouver les meilleures prouesses pour réaliser donc ce dont espèrent tous les Africains. Je voulais dire que ce qui est à retenir donc dans ce cas-là, Gnassingbé donc est un président d'un État qui est déjà neutre. Ensuite, peut-être que
il y aura plus de facilité dans le dialogue parce qu'il y a une communication meilleure du moment qu'on parle le même langage. Je pense que tous deux parlent français, ou tous les trois parlent français. Donc c'est une meilleure façon de se comprendre. Oui. Et se comprendre, ça veut dire que mettre les points sur les i et les barres sur les t pour atteindre le minimum qui puisse déjà servir de support pour un règlement définitif. Voilà, donc comme on le disait, pour ne pas non plus semer la confusion dans l'esprit de ceux qui nous écoutent, il y avait la médiation angolaise avec le président angolais qui lui-même, comme je le disais, avait désigné le Togolais Faure Gnassingbé. Oui. Faure Gnassingbé, il y a eu quand même beaucoup de soulagement auprès des États et des pays africains à l'annonce de cette médiation de la part de l'Union africaine, et d'autres ont été plus ou moins, comme je disais, sceptiques peut-être, ou ont émis des réserves. Alors, on se dit pourquoi Faure Gnassingbé, n'est-ce pas, finalement, Abdelkader Sofi, on va dire que c'est pas les chefs d'État qui manquent, d'autant plus qui ont montré par le passé, des chefs d'État comme le Nigérian, par exemple, leur perspicacité dans le règlement ou du moins l'apaisement de certaines tensions interafricaines. Il s'agit, là, les trucs qui ont été donnés, c'est que Faure Gnassingbé, d'abord, font partie de la francophonie et que les parlementaires francophones de la francophonie ont donné un petit peu, si vous voulez, leur accord concernant la personne de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, son pays ne fait pas partie d'un clan ou d'un regroupement régional africain comme la SADC ou la CEMOC, ce qui peut-être contribuerait encore davantage à une neutralité entre les deux pays. Vous voyez cet aspect à peu près, Abdelkader Sofi? Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, il y a ces similitudes qui existent entre les États. Le Togo aussi, il est tout proche. Donc, géographiquement, de cette région, il n'est pas assez loin. En plus, Gnassingbé, c'est un président qui est jeune. Donc, c'est un président qui a 58 ans. Qui a été président depuis 2005 dans son pays. Il a assuré un intérim. Il est rompu finalement au travail diplomatique et politique. Exactement. Ça veut dire qu'il a une expérience non négligeable diplomatiquement. Et si il arrive à faire un consensus déjà chez lui et par rapport aux relations avec les pays voisins, ça veut dire qu'il a une autorité. Et le fait qu'il soit accepté d'abord désigné, choisi par le président angolais, désigné par l'Union africaine et accepté par les belligérants, parce que le plus important et le plus dur, c'est qu'on accepte un médiateur. Et là, on voit en lui, on va dire, l'homme idéal par rapport à sa neutralité, à cette équidistance qu'il peut avoir entre les deux parties, d'impartialité. Mais aussi à ce qu'il peut apporter. Parce que le plus important, c'est ce qu'il peut apporter dans la médiation. Mais je pense qu'il peut ramener une sagesse, arriver à faire des concessions chez les uns et chez les autres. Le plus important, c'est ça. C'est d'abord et ensuite regarder le problème d'une manière philosophique plutôt que de le voir avec le sentiment. Parce que souvent le problème a été dans l'émotionnel, dans l'émotionnel, exactement. Souvent l'émotionnel l'a toujours emporté sur la sagesse, et c'est pourquoi on s'engouffre. Et là, je crois que chacun déjà des parties cherche à trouver une solution définitive, parce qu'on peut s'engager dans une conflictualité, mais pensons que donc elle finit très vite. Dès que ça dure, il y a de l'impatience. D'ailleurs, on dit de lui qu'il est les sources diplomatiques disent par rapport à ce choix africaines disent que par rapport à ce choix, c'est parce que Faure Gnassingbé représente un petit peu la personnalité consensuelle. Ils ont vu cela en lui. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Oui. C'est parce que il est consensuel, c'est que il est accepté. Il est non seulement accepté, mais il est apprécié. Oui. C'est important. Par les deux parties.
C'est le bien plus sûr. important. Le Rwanda et la République démocratique du Congo. De toute façon, il est très apprécié même par les chefs d'État africains, par ses pairs. Donc, c'est important. Maintenant, du moment qu'il y a cet atout, des fois, ça pèse sur l'autre. Donc, puisqu'il n'y a pas d'appréhension. Oui. Vous voulez dire qu'on est plus à l'aise à on est plus à l'aise, avec lui et on n'a pas peur. On n'a pas peur de se confier. Il n'y a pas de préjugés. On n'a pas peur de se confier, de dire les choses telles qu'elles sont, dire aussi quelles sont les concessions que l'on peut faire. Et donc de l'autre côté c'est pareil. Et c'est à partir de là que lui il peut construire une stratégie rapide qui pourrait ramener les deux États à revivre cette fraternité. On dit aussi que parce qu'il son pays entretient quand même des relations assez équilibrées dans la région et surtout par rapport à ces deux pays en conflit. Oui, mais quand on parle de son pays, jouer, hein. C'est clair, quand on parle de son pays, on parle de lui. Parce oui, que c'est quelqu'un qui a aujourd'hui qui a son 4e mandat. Donc, quelque part, il trace la politique extérieure. Il est influent sur la politique extérieure de son pays. Et c'est cette influence qui est appréciée à sa juste valeur. Et à ce titre-là, on va l'apprécier ou pas, on va l'aimer ou pas, on va l'accepter ou pas. Et dans tous les cas, ce n'est pas pour rien que le président congolais l'ait choisi comme successeur pour la médiation et que l'Union africaine n'a trouvé aucun problème à l'accepter, à le désigner, parce que les belligérants, que ce soit le Rwanda, le Congo ou même les M23, voient en lui l'homme de la situation, l'homme qui peut comprendre le différent, déchiffrer les codes qui ont emmené à cette embrouille, et cette embrouille qui a engendré cette crise, et cette crise qui ne fait que durer. Et à partir de ce moment-là, je dirais que arriver à tirer les épingles de jeu, je crois que je l'espère aussi. Parce que on essaye de se projeter. Nous espérons surtout qu'il réussisse dans sa mission et que on puisse revenir. D'ailleurs, il s'est déplacé en RDC il y a 2 jours de cela. Oui. Juste aussi la question qui pourrait se poser, il faut dire que le Rwanda ou l'Angola a vraiment fourni beaucoup d'efforts pour essayer d'apaiser, si vous voulez, les tensions entre les deux pays. Non pas que ça n'a pas marché, mais sachant pertinemment que ce qui se passe en République démocratique aujourd'hui dépasse de loin le simple vouloir peut-être ou la bonne volonté des deux pays. Est-ce que vous pensez qu'avec Faure Gnassingbé aujourd'hui, il y aura plus de marge de manœuvre? Est-ce qu'en le désignant, l'Union africaine ou ses pairs africains lui donnent plus de manœuvre ou de marge de manœuvre pour... est-ce qu'il dispose réellement de plus de manœuvre pour pouvoir travailler? Non, je ne pense pas que le problème est dans la manœuvre elle-même, mais il est dans ce qui peut interférer. Ce qui peut interférer dans son action et qui peut se constituer comme étant un obstacle. Et Dieu que parce que vous savez que nous avons déjà parlé de cela, la situation de statu quo fait les affaires de certains acteurs internes, tels que les groupes qui se sont constitués comme étant des groupes rebelles, mais en réalité ce ne sont que des pilleurs. Et à cela s'ajoute donc leurs clients, que nous considérons comme étant le facteur exogène. C'est ça, oui. Voilà. Et donc, il y en a ceux qui en tirent profit du lait et de la vache. Oui. Voilà. Ils veulent tout, quoi. Et ils veulent tout, absolument. Et cela s'exprime par souvent des revers essuyés sur le plan diplomatique ou des actions qui sont capotées par des actions militaires ou paramilitaires qui nous renvoient toujours au point de départ. Et
Et c'est là réellement où se situe le problème aujourd'hui. Parce que les pressions pour qu'ils puissent être exercées par les populations à l'intérieur pour revenir à une stabilité peuvent jouer un rôle positif. Oui. Les médiations qui sont là peuvent jouer, elles aussi, un rôle positif. Pourquoi ? Parce qu'on finit toujours par céder légèrement d'une partie comme de l'autre, jusqu'à ce que l'on puisse... trouver des points d'entente. Voilà, exactement. D'autant plus que les éléments de la discorde ne sont pas éternellement fixes. Il y a certains éléments qui Elles tiennent... changent. Exactement. Certains éléments tiennent elles sont périodiques. C'est en fonction des intérêts aussi. Absolument. Et donc, ce qui peut être aujourd'hui un cas, j'allais dire, de non-négociation, demain, il peut devenir un cas ordinaire. Oui, comme il peut devenir un cas aussi important. C'est ce qu'on a dit. Voilà, c'est oui. ce qu'on a dit. Voilà. Et dans ces cas-là, j'allais dire, vu que maintenant Faure est là, il est déjà sur le terrain, Faure Gnassingbé connaît beaucoup mieux que d'autres, peut-être chefs d'État, la situation de la crise, la véritable genèse de cette crise en République démocratique du Congo, surtout à Goma, donc le nord du Kivu, une région qui a toujours été en proie à des combats et des affrontements meurtriers entre les deux pays frères, parce que c'est comme ça. Il y a les Tutsis de part et d'autre des deux pays. Il y a des Hutus également au Rwanda comme en République démocratique du Congo. Vous pensez que Faure Gnassingbé détient réellement entre ses mains les cartes qu'il pourrait mettre sur la table pour dire voilà et de quelle manière on va travailler. Un véritable plan de sortie. Est-ce le cas ou est-ce qu'il va faire en fonction de ce que vont proposer les deux belligérants ? Moi, je pense que déjà, lui, il succède au président congolais, donc à cette mission. João Lourenço. Voilà, donc qui a duré quand même presque 3 ans depuis 2022. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tout un dossier qui a été constitué et qu'on a remis, bien entendu, Au successeur. Ensuite, je ne crois pas que lui, il puisse aller les mains dans les poches pour pouvoir gérer un problème aussi complexe que cela. Il sait à quoi ils s'en tenir, quoi. Ça veut dire qu'il y a un background. Il a fort à faire. Il y a un background. Il s'est imprégné donc sûrement de conseils, d'analyse, d'un travail qui a été fait en amont, pour que d'abord il puisse accepter. D'ailleurs, au lendemain de sa désignation, il s'est retrouvé à Kinshasa. Oui. Donc, il n'a pas perdu de temps. Et s'il n'a pas perdu de temps, c'est qu'il a les éléments des tenants et aboutissants de cette crise. Et c'est pourquoi je dis que il a de fortes chances de pouvoir réussir. On ne peut pas parler combien de temps cela puisse durer. Ce qui est sûr, c'est que même s'il ne va pas arriver tout de suite, il aura dénoué pas mal... ne serait-ce qu'arriver à un cessez-le-feu plus ou moins permanent. Il a la capacité de dénouer beaucoup de situations dans la crise. Du fait qu'il connaît maintenant le dossier, que son prédécesseur a déjà travaillé, et je pense qu'il a été bien conseillé, bien informé, bien conseillé, et il ne retombera pas dans les mêmes erreurs diplomatiques, stratégiques dans la gestion du conflit ou de la crise. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes chances aujourd'hui que le travail de Faure Gnassingbé donne ses fruits, puisqu'à partir du moment où, comme vous le disiez, déjà il y a l'acceptation de part et d'autre du Rwanda. Déjà c'est un avantage. Personnage. Déjà voilà, c'est exactement. un avantage, on va dire, parce que on peut pas en tirer tout de suite les conclusions, car ce n'est que le début. Il se pourrait que d'ici une semaine, il va jeter le tablier. Ah ben on l'espère pas. Non, mais je le dis. Nous, on essaie d'être positif dans notre approche. Oui. On essaie d'être positif dans notre analyse.
Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi quelque part ce sentiment de vouloir que ça se règle. Oui, tout à fait. On en a marre de voir des conflits éclater ça et là en Afrique. Et alors que on a besoin de stabilité chez nous en Afrique, on a besoin de voir les choses autrement, de construire un avenir ensemble pour les populations meilleur, bien sûr. Et c'est que le problème, c'est qu'on a tous les moyens et tous les éléments pour pouvoir le faire, mais malheureusement, il nous arrive de céder à des tentations ou à des, des appels de sirène. Des appels de sirène, de sirène. Qui viennent de très loin. Le problème, c'est que vous avez dit la chose de cette manière. C'est vrai que l'Afrique a tout. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle a tout qu'aujourd'hui, il y a des abcès ici et là? Et surtout lorsqu'on connaît toute la richesse dont regorge le sous-sol de la République démocratique du Congo, qui fait finalement sa malédiction, puisque c'est la population qui en paye le prix. Et ça n'a jamais été finalement cette région, je parle de Goma, de nord du Kivu, vraiment un endroit paisible. C'est systématique et périodique. Vous l'avez dit, l'Afrique a tout. Et c'est un atout. Mais elle n'a rien du tout. Oui, c'est bien pour faire de jeux de mots à Abdelkader Sofi. Si elle n'a rien du tout, c'est parce qu'on cède à la tentation de l'autre, du facteur exogène qui nous dresse un portrait rose de la vie, tel que qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. C'est que les Africains ont été menés en bateau. Oui. Nous avons été menés en bateau pendant longtemps et on a toujours, vous savez, cette expression, comme ça s'est passé avec l'ancien colon en Algérie qui disait les bienfaits du colonialisme. Ouais. Ben voilà, les bienfaits du colonialisme, c'est qu'on a monté les Africains contre les Africains. Oui. Au lieu de laisser un soupçon de technologie, un soupçon de savoir, parce que le colonialisme a joué un grand rôle dans la destruction de l'esprit, dans la création de la haine, dans la dislocation des sociétés et dislocation des noyaux, et qui ont toujours été les piliers en Afrique, c'est-à-dire la famille, la petite et la grande famille, la tribu, et les valeurs. Au-delà de cela, ont été cassés. On a, j'allais dire, mal orienté, de telle sorte que on s'est monté les uns contre les autres. Oui. Alors que nous ne sommes pas les ennemis des uns et des autres. Absolument. Nous avons un ennemi qui nous a colonisés et qui a dérobé nos biens, qui a fait le malheur. Là où il est passé, il a laissé désolation, il a laissé la mort, il a laissé famine. L'apocalypse. Exactement. Et c'est pourquoi je dis que j'espère. Est-ce que vous pensez que Faure Gnassingbé arrivera réellement à déjouer tous ces pièges que vous avez cités? Parce que finalement, c'est des pièges, parce que l'Afrique reste toujours dans l'instabilité et militaire et sécuritaire et même politique. Je l'espère, je l'ai dit, parce qu'il n'est pas seul. Voilà. Il a derrière lui toute l'Union africaine. Dans cette œuvre, il n'est pas seul dans sa besogne, car d'abord, l'Union africaine, elle est à pied d'œuvre. Le Conseil de sécurité africain aussi. Oui. La Commission de paix et de sécurité. La Commission également. de paix et de sécurité. Et il y a les bonnes volontés des pays africains à vouloir en découdre définitivement avec cette crise. Parce que quand vous regardez, les crises se sont multipliées d'une manière exponentielle. Aujourd'hui, vous l'avez dans la région des lacs, dans la Corne de l'Afrique, dans la Corne de l'Afrique. Oui. Au nord de l'Afrique, dans la région sahélo-saharienne, dans le golfe de Guinée. Des endroits stratégiques, ce n'est pas un hasard. Donc quand vous voyez toutes ces régions qui sont riches et qui sont stratégiques, comme vous l'avez si bien dit, on se pose des questions. Et qui sont importantes pour le développement de l'Afrique, parce que aussi c'est des voies de communication. C'est des voies de communication entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, et des opérations telles que la ZLECAf et autres, qui regrouperaient les pays africains pour une meilleure intégration, pour de meilleurs échanges, pour une complémentarité, pour un développement réel et durable. Et ça passe par des régions comme ça. Et si vous mettez à mal ces régions-là, ça veut dire que vous essayez de créer des freins
Oui. Vous bloquez le développement, vous développez l'éveil et le réveil de l'Afrique. Oui. Et je crois que, au-delà de ce conflit entre Rwandais et Congolais, entre Hutus et Tutsis, il se dresse un élément, et un seul élément, qui est le facteur exogène, tout à fait, qui se nourrit et qui vit et qui grandit à partir de ces conflits qu'il crée et qu'il garde. Et le problème, c'est que c'est un secret pour personne, mais l'Afrique continue à en pâtir de ce genre de manœuvres, comme vous le dites, néocoloniales, parce que c'est un petit peu ça aussi le cas. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous, d'avoir étayé donc géopolitique du Sahel par votre lanterne, de l'avoir éclairé. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouvera la semaine prochaine, certainement, si Dieu le veut, pour un nouvel éclairage sur Africa FM. Au revoir.